je suis de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Cette présentation, vous pouvez la sortir en PDF et l'envoyer aux participants, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je m'occupe d'endives à 75% de mon temps et un peu aussi de céleri carotte. Donc, pour la région Nord, pour le département du Nord et du Pas-de-Calais, des fois, je déborde un peu sur la Picardie. Là, c'est une diapo pour un peu, des fois, prévoir un plan de campagne. C'est quelques chiffres qui permettent de situer la culture. Parce qu'un hectare de racines, ça nous fait à peu près 30-35 tonnes de racines. Ça fait à peu près 80 palox de 1 mètre cube, parce qu'on travaille avec des palox de 1 mètre cube pour la mise en frigo, la conservation des racines. Et ensuite, au forçage, le standard, c'est un bac de 1 mètre carré 20 dans les endiveries courantes. Et donc, ça nous fait à peu près 300 bacs pour 1 hectare de racines au champ. Alors, en agriculture biologique, sur des petits projets, on peut être sur des normes de bacs de forçage différentes, j'en reparlerai après. Et la capacité des frigos à prévoir, c'est tout ce qui est forcé à partir de décembre, où là, la culture ne doit pas rester au champ, mais doit être mise à l'abri en frigo. Alors, l'endive, c'est une double culture, hein. Nous avons une phase culture de racines qui se fait au champ. On va dire que c'est une culture un peu sur le même cycle que la betterave ou la carotte. Ensuite, la deuxième culture, c'est le forçage des racines pour produire l'endive, ou dans notre région, on dit le chicon, hein, donc la salade. Et le forçage, il peut se faire en terre, en caissette, en bac. Donc, c'est là où il y a un choix à faire. Et entre ces deux phases, les racines seront conservées en frigo, en chambre froide. Alors, ce qu'on dit toujours, c'est que 80% de la réussite dépend de la qualité de la racine. Ensuite, en frigo, on conserve ce potentiel et au forçage, on exprime le potentiel. Donc, il faut avant tout avoir une racine de qualité. Le cycle naturel sur la partie gauche de la diapo, c'est le cycle naturel de la plante si on la laisse au champ. Donc, si on sème la graine, il se développe un bouquet foliaire, ensuite une racine, un pivot. Et si on laisse au champ, à l'automne, le feuillage va se dégrader, il va rester une rosette. Et l'année suivante, comme c'est une bisannuelle, la plante va former une hampe florale, refaire des graines et c'est reparti. Et pour produire de l'endive, à l'automne, on casse ce cycle naturel, on met la racine au frigo et ensuite on la force dans des conditions artificielles pour obtenir l'endive. Alors sur cette photo, vous voyez en haut à gauche les petites graines d'endive, hein, qui ressemblent un peu à des graines de salade, des graines de carottes, hein, vraiment des semences assez fines. En haut à droite, c'est un champ de production de graines. Donc, si on laissait la culture au champ, la deuxième année, ça ferait ça. En bas à gauche, vous voyez une plante avant forçage. Donc, vous avez le bouquet foliaire, la racine. Donc, on a une racine assez fine, hein, par rapport à une racine de betterave, sachant que le poids de l'endive qui sera produite en salade sera proportionnel au poids de la racine. Donc, on essaye d'obtenir des racines régulières autour de 150 grammes pour obtenir une endive, on va dire, autour de 120 grammes. Et la diapo en bas au milieu, vous avez différentes racines qui ont été prélevées à l'entrée de forçage à 5 jours, 10 jours, 15 jours et 21 jours de forçage. Et donc, on voit qu'en 21 jours, on arrive à faire pousser la salade. Et sur la photo de droite, vous avez une endive coupée dans le sens de la longueur. C'est pour vous faire voir un peu l'initiation des feuilles. Et à la base, vous voyez ce qu'on appelle l'axe. C'est le début de la hampe florale. Et donc, si on ne maîtrise pas bien tous les paramètres de la culture de l'endive, on peut avoir la hampe florale qui est trop développée. Et dans ce cas-là, on a une endive qui est de piètre qualité. 3 photos pour illustrer la culture au champ.
hein. Donc, en haut, c'est le stade binage. Au milieu, bah, c'est on va dire au mois d'août, mois d'août-septembre, là, en pleine croissance. Et en bas, vous voyez le développement dans le sol, hein. Donc vraiment une plante pivotante qui va descendre très bas dans le sol, hein, comme une betterave. Voilà. Et donc la préparation du sol devra permettre, un peu comme une betterave, d'avoir un pivot qui se développe sans fourcher. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut produire ses racines soi-même ou on peut les acheter. Alors, sur des petites exploitations ou dans des secteurs où les terres ne sont pas propices à la culture de la racine d'endive, on passe par des achats de racines. En tant qu'acheteur, il y a des choses à savoir. C'est que vous devez donner votre avis un peu sur le choix de la variété, la période que vous allez forcer. C'est l'histoire des précocités des variétés. Vous pouvez aussi contrôler l'adéquation de la parcelle, c'est-à-dire vérifier que la ferme présente une rotation pour faire des racines de qualité. On peut aussi faire ce qu'on appelle des tests de maturité avant la livraison des racines. Après, il faut que la livraison soit rapide parce qu'en agriculture biologique, il n'y a pas de fongicides qui sont utilisables pour contrer les maladies. Et donc, la racine, dès qu'elle sort de sol, elle doit être mise assez vite en frigo. Et c'est le frigo qui va permettre de stopper l'évolution des maladies. Ensuite, quand on achète des racines, maintenant, il y a un passeport sanitaire, puisque la racine d'endive vendue est considérée comme un plant. Et donc, il y a un passeport sanitaire qui doit suivre pour assurer une traçabilité. Et après, ce que je conseille aussi aux gens qui achètent des racines, c'est dès qu'ils ont une livraison, bon, on met au frigo, mais on en met un petit peu dans la salle de forçage, une caissette, enfin une cinquantaine de racines, pour estimer un peu si le lot est correct, s'il est sain, hein, puisqu'on peut toujours émettre un doute comme ça, si on voit qu'il y a beaucoup de maladies, et on peut rediscuter un petit peu les conditions de vente. Par contre, si on ne fait rien et qu'on ressort les racines plusieurs mois après, ben là, on ne sait pas d'où vient la maladie. Est-ce que ça vient du champ? Est-ce que ça vient du frigo? Et les responsabilités seront évidemment partagées dans ce cas-là. Là, je ne vais pas trop parler de ça, mais dans les variétés, en fonction de la richesse du champ, on choisit telle ou telle variété, hein. Avant, on disait que l'endive, il fallait des sols pauvres en azote. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. On a des variétés qui acceptent un peu des sols un peu plus riches, mais on sera quand même sur des sols de grande culture et pas des sols maraîchers qui vont donner trop d'azote parce que trop riches en matière organique. Alors là, c'est un tableau qui représente toutes les variétés qui sont commercialisées cette année. Alors, on ne va pas tout détailler, mais il y a quelques points que j'aimerais aborder, en particulier sur la partie droite du tableau, avec des couleurs dans les bleus. Vous avez tous les créneaux de plantation des différentes variétés qui sont listées, avec en haut les variétés type précoce, au milieu, on va dire les normales à demi-tardives, et tout en bas, ce sont les tardives. Donc, c'est pour ça que le choix de la variété est important en fonction de votre créneau de production. Et en général, avec une variété, on a du mal à faire toute la production. Puisque si on veut commencer tôt, avec une variété qu'on peut commencer par exemple au mois d'octobre, eh ben, à partir de janvier, il faudra une autre variété. Sinon, je vous avais parlé du développement de l'axe dans l'endive, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire une endive qui est précoce, une endive où l'axe va monter assez vite. Et dès qu'on va avancer en saison, on n'arrivera plus à empêcher l'axe de monter. Alors qu'une variété tardive, c'est l'inverse. L'axe va monter vraiment très tardivement. Si on la passe trop tôt, on n'aura pas une belle endive. Par contre, on pourra la passer plus tard en saison. Ensuite, sur ce tableau, sur toute la partie du milieu, vous avez un peu des caractéristiques vis-à-vis des maladies. Alors, quand il y a du vert, c'est bien. Quand il y a du rouge, c'est pas bien. Euh, Ensuite, je vais aborder d'autres problèmes avec la diapo suivante. C'est que vous avez différentes technologies de semences. Vous en entendrez sûrement parler. Il y a ce qu'on appelle des variétés CMS. C'est une technique de sélection qui utilise la stérilité mâle cytoplasmique, dont le terme CMS. Certains cahiers des charges en agriculture biologique ne veulent pas de ces CMS. Donc, bon, là, c'est un choix de votre part d'utiliser ou pas les CMS.
Ensuite, vous avez aussi des variétés tolérantes. Donc, c'est tolérante à un herbicide. Bon, ça ne présente pas d'intérêt en agriculture biologique puisque vous faites tout en désherbage sans herbicide. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce jour, ces variétés ne sont pas interdites en agriculture biologique avec le cahier des charges européen, mais vous avez des cahiers des charges comme biocohérence qui les interdisent, ou alors des cahiers des charges type Biocoop, voilà, certaines filières qui les interdisent. Donc ça faudra savoir quelle variété utiliser. Après, vous avez, c'est pour votre curiosité, il existe des produits, on va dire, un peu de diversification. Sur la gauche, c'est ce qu'on appelle des endives rouges. Donc là, c'est une variété qui s'appelle Serali. Ensuite, en haut, vous avez la variété Rosalie. Là, c'est ce qu'on appelle des carmines. Donc là, c'est plus typé, c'est réservé aux adhérents du club, hein, c'est un club. Et puis en bas, vous avez ce qu'on appelle des barbucines, c'est un croisement plutôt avec du pissenlit, quoi. Donc normalement, vous, en endive bio, vous auriez le droit de faire la céralie, de l'endive rouge. Ça, vous pourriez en faire. Les autres, c'est des clubs où il faut adhérer. Alors, au niveau des semences, normalement, il y a obligation petit à petit d'utiliser des semences biologiques. En endive, on est encore sous un système de dérogation. Donc, on peut demander des dérogations. Et la majorité des endives produites en bio en France se font à partir de demandes de dérogation, puisque là, j'avais regardé il y a quelques semaines, les endives qui étaient disponibles actuellement. Vous voyez, le choix est très, très court. Et les variétés, bon, il y a Agrine et Platine qui sont des variétés qui, pour moi, tiennent la route. Donc, ça fait que deux variétés. Donc, en général, les gens demandent des dérogations pour utiliser les variétés qui sont utilisées en conventionnel et on achète des graines non traitées. Mais il faut faire une demande de dérogation sur le site semences-plan-biologique.org. Alors, les ravageurs de la culture, c'est quand même une plante rustique. On peut avoir quelques problèmes d'insectes, hein, les insectes du sol hein, qui peuvent manger des plantes à la levée, les limaces, les pucerons. Bon, c'est pas, en général pas très grave, ça se régule. Les noctuelles aussi, les mouches, mais bon, c'est jamais catastrophique. Ensuite, les maladies au champ, Alternaria, Ogium, rouille, bactériose, pareil, souvent. Bon, les dégâts ne sont pas très très importants et on s'en sort en bio de ce côté-là. Par contre, il y a une maladie qui s'appelle le sclérotinia, hein, une maladie très commune en agriculture et en maraîchage. C'est la principale source de dégâts en endive. Là, je vous ai présenté un peu le cycle du sclérotinia. Alors, le sclérotinia se développe au champ, donc on peut perdre des plantes au champ. Mais ça, c'est pas encore le plus grave. Le plus grave, c'est que les plantes un peu contaminées et les plantes saines vont être mélangées lors de l'opération d'arrachage, vont se côtoyer dans les palox et après se côtoyer en salle de forçage. Et la maladie va exploser en salle de forçage. Des fois, même des fois en palox, en chambre froide, ça peut déjà se développer tant que les palox ne sont pas refroidis. Et après, en salle de forçage, donc on les met à température pour que l'endive se développe. Donc c'est la température à laquelle le sclérotinia se développe, hein, puisqu'on va être en ambiance chaude et humide. Donc c'est parfait pour le sclérotinia. Donc ça, dans le choix de la parcelle, il faut essayer d'avoir une rotation avec quand même des céréales, pas trop de plantes sensibles au sclérotinia. Et on a un moyen de lutte biologique qui s'appelle l'utilisation de Contense qu'on conseille pour essayer de limiter cette maladie. Une petite remarque sur la maturité. Nous, ce qu'on appelle la maturité, c'est ce qui arrive à l'automne sur la culture au champ. Ce qu'on appelle un test de maturité doit répondre à deux questions. La première, c'est la parcelle a-t-elle un potentiel suffisant pour produire un chicon de qualité? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on arrive en prématurité. Donc si on peut commencer à arracher, on n'aura pas encore le maximum de la parcelle, mais on peut espérer une production d'endives de qualité. Et la deuxième question, c'est la parcelle est-elle à son optimum? Là, c'est vraiment le test de maturité. Et souvent, la prématurité intervient septembre-octobre et la maturité intervient plutôt en novembre, hein. Et quand on a atteint l'optimum, la parcelle est à maturité. Et si on attend, on va plutôt vers une dégradation.
Donc là, c'est ce qui arrive par exemple au mois de décembre. Et là, il vaut mieux avoir les racines dans son frigo que au champ. Il y a le risque de gel, mais il y a aussi un risque de ce qu'on appelle surmaturité, c'est-à-dire que la racine va continuer à produire des feuilles, à entretenir un bouquet foliaire en vidant la racine. Et dans ce cas-là, cette réserve qui sera consommée au champ ne sera plus utilisable au forçage. Alors, si vous voulez faire vos racines vous-même, il y a quand même du matériel qui est nécessaire. Donc, il faut du matériel pour préparer un lit de semences. Donc là, c'est un peu hein, du matériel type betteravier, hein, avec des systèmes de herse et de crossquillettes pour arriver à avoir une terre fine, puisqu'on a des petites graines, il faut une terre fine. Et comme toutes les plantes pivotantes, on préfère avoir un sol, ce qu'on appelle rappuyé, hein, un peu pas tassé, mais quand même ferme. Voilà. Ensuite, il faut un semoir de précision. Là, on est sur des petites graines à semer à peu près à 0,5 cm de profondeur. Donc, on se rapproche de semoirs qui peuvent faire des carottes, des oignons. Certains semoirs à betterave assez sophistiqués peuvent aller aussi. Par contre, un semoir à maïs n'est pas assez performant. Ensuite, en matériel, il faut aussi une bineuse, hein, donc type bineuse à betterave, pour avoir un peu moins de temps à passer à la main. Désherbeur thermique. Dans notre région, tous les producteurs d'endives bio se sont équipés de désherbeurs thermiques. Ça permet de diviser par deux ou par trois la main-d'œuvre. Et c'est une opération qu'on fait au stade de feuilles de l'endive à peu près. On brûle les endives, mais les endives, du fait qu'elles ont déjà un tout petit pivot, elles vont refaire des nouvelles feuilles et réapparaître en quelques jours. Et la plupart des mauvaises herbes, elles, ne repartiront pas. Donc, ça s'est généralisé chez les producteurs d'endives bio. Le désherbage se gère avec avec un désherbage thermique et ensuite bineuse et après on finit à la main. Arracheuse, oui, l'endive, il faut une arracheuse un peu spécifique, hein. On veut récolter une racine qui soit assez longue, hein, de 15 cm. Une machine à betterave, déjà, elle va casser beaucoup de racines, quoi. Elle va pas être assez précise pour récolter des racines. Et après, il y a le problème de l'irrigation. Donc, on a de plus en plus de producteurs qui s'équipent ou qui s'arrangent avec des voisins. Alors, l'irrigation, elle a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est assurer une levée quand on a des printemps avec une pluviométrie capricieuse, hein. On aime bien avoir une endive que l'on sème et qui lève assez vite parce que si ça lève pas bien, le désherbage, il va être difficile à maîtriser, quoi. On ne pourra pas faire le désherbeur thermique parce qu'on n'a pas une levée homogène. Les endives ne lèvent pas, mais l'herbe pousse. Enfin, on a un peu tous les cas de figure. Et après, les années très sèches, on peut aussi mettre un coup d'eau comme en betterave pendant l'été. Mais bon, on peut encore faire de l'endive sans irrigation, mais c'est un petit plus quand même. Euh, Là, j'ai un peu fini la partie au champ. Je ne sais pas s'il y a déjà des premières questions sur cette partie-là. Alors oui, on avait des questions par rapport, quelles sont les terres les plus propices à la production de racines? Enfin, quels sont les types de terres Ouais, les plus propices? Et derrière, la question suivante, c'était quelles sont les meilleures variétés actuelles? ouais. Alors, les meilleures terres, c'est des limons profonds, légèrement argileux. Si c'est plus on va dire plus de 22 d'argile, on va commencer à avoir des problèmes pour la préparation du sol ou de récolter des racines avec peu de terre. La racine sera de qualité, mais on aura plus de mal à travailler son sol. Et après, si on a des terres trop sableuses, là, ça voudra dire qu'on a peut-être il faudra avoir l'irrigation pour compenser des terres qui peuvent sécher très vite, hein. Donc, limon profond, c'est l'idéal, autour de 20 d'argile, 18-20 d'argile. Matière organique, un peu comme le taux d'argile, hein, 18-20 de matière organique, hein, pour avoir une minéralisation sur le cycle de l'endive qui soit autour de 70 à 80 unités. Un précédent qui ne laisse pas trop d'azote non plus. Donc l'idéal, c'est une céréale, paille finement broyée ou paille enlevée. Ça, c'est l'idéal, avec comme ça une bonne structure. Voilà.
Et si on met beaucoup d'amendements organiques, eh ben, il faut le mettre pour qu'il n'y ait pas un pic d'azote sur la culture de l'endive. Après, on aime avoir aussi des terres qui sont bien pourvues en calcium. On sait que le calcium, c'est toujours quand même favorable à l'endive. Pas trop battante, c'est un petit plus aussi pour la levée. Voilà. Après, des chambres plutôt pas trop sales aussi. Il y a un côté au niveau des adventices. Hein, c'est une culture où qui est long à couvrir le sol. Et donc, si il y a un gros stock de semences d'adventices, ça va être quand même plus dur et le désherbage va coûter plus cher. Ensuite, un dernier point aussi, c'est que il faut qu'à l'automne, ça draine correctement, puisqu'on est sur des récoltes de novembre. Et donc, il faut pouvoir récolter, faut pouvoir encore passer avec des engins au mois de novembre. Voilà. Après, sur les variétés, alors là, il y a deux philosophies. Si on regarde que productivité, on va être sur des variétés qui sont utilisables en agriculture biologique. Alors, je vais vous citer par exemple Écrine en précoce, Topscore en saison, Flexine plutôt en tardive, mais on va être sur des CMS. Et donc, si vous voulez travailler pour Biocoop ou sur le cahier des charges biocohérence, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces variétés. Et donc, vous allez arriver sur des variétés plus anciennes, souvent, type Bingo, on va dire en saison, et Winter en tardive, qui sont des variétés un cran en dessous au niveau productivité, mais qui vous permettent de rentrer dans ces cahiers des charges. Autre question? Pas pour l'instant. On D'accord, est, on est tout bon. Sauf s'il y a d'accord. quelqu'un qui a envie de poser une question. Non, parfait. Alors là, je vous ai mis un petit exemple d'endivry. Bon, je ne sais pas si vous allez partir là-dessus, parce que là, c'est si on part de rien, puis qu'on veut faire quelque chose de, on va dire, d'assez coûteux. Donc, un plan que j'avais repris dans une publication d'endives, hein, quelqu'un qui voudrait faire une exploitation de 5 hectares, 5 hectares d'endives. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut essayer d'organiser le travail avec une zone de frigo pour stocker les racines, une zone de forçage où on va forcer les racines. Après, ce qu'ils appellent là une salle de nettoyage, ça va être la salle de conditionnement. Et après, un endroit où on appelle ça traitement des racines, ça va être l'endroit où on va planter les racines. Voilà. Et tout ça doit s'organiser pour que ça ne parte pas dans tous les sens, qu'il n'y ait pas trop de croisement de parties sales avec des parties propres. C'est ce qu'on appelle un peu la marche en avant. Hein, quand on travaille dans l'industrie ou même maintenant dans l'agriculture, on parle de marche en avant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le process et qu'on arrive vers le produit fini, on s'en va vers la sortie sans revenir en arrière. Alors, la conservation en chambre froide, c'est ce qui va permettre de garder son potentiel de racine. Deux objectifs. Ça sert à faire mûrir les racines en début de saison. C'est-à-dire qu'en début de saison, les racines ne sont pas au maximum. Et si on les met 15 jours au froid, ça va déclencher dans la racine euh, des métabolismes enzymatiques. Et l'endive va mieux produire l'endive en remobilisant en particulier ses sucres qu'elle a stockés. Donc, on a un besoin de passer au frigo en début de saison. Et après, on a besoin du frigo pour conserver les racines 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on sait même maintenant les garder pendant 12 mois. Alors, il existait des moyens précaires pour stocker les racines, en tas, en palox, sous un hangar, tout ça. En endive biologique, ça ne marche pas, puisque pour lutter contre les maladies, il faut absolument refroidir les racines très rapidement en dessous de 5 degrés, et au final s'approcher de zéro. Parce qu'en dessous de 5 degrés, on commence à bloquer les maladies type Phytophthora, Mildiou, Phoma, toutes des maladies qui peuvent se développer si on laisse comme ça en caisse à température ambiante. Et ensuite, en température ambiante, l'endive va commencer à pousser dans le palox. Et donc, après, quand vous les mettrez au forçage, vous aurez déjà une racine qui est épuisée et qui ne donnera pas une belle endive. Alors, si vous êtes en achat de racines, il y a des vendeurs de racines qui vendent une racine réfrigérée. C'est-à-dire, soit on vous livre des racines à l'automne, ou soit on vous en livre l'hiver, sortie de frigo. Alors, évidemment, vous allez payer le service,
Mais si vous n'avez pas de frigo, comment dire, pas de frigo chez vous ou pas de bons frigos qui peuvent aller vers 0 degré, voire -2, il vaut mieux passer par de la sous-traitance pour avoir une bonne conservation. Et ce qu'on appelle, nous, des frigos négatifs, hein, donc autour de -2 degrés, ce n'est pas forcément des frigos qu'on a l'habitude de voir dans les exploitations. C'est des frigos qui doivent être équipés de dégivrage. Donc, on a des cycles. De temps en temps, il y a un dégivrage qui se crée, puisque quand on est à -2 degrés, le dégivrage ne peut pas se faire naturellement, puisque nous sommes en négatif. Donc, on est obligé d'apporter de la chaleur dans les évaporateurs de froid pour faire fondre le givre, hein, qui se crée. Et si on ne le fait pas, ben, la production de froid s'arrête. Alors, bon, ça je passe, hein, c'est les opérations. Vous voyez, dans une grosse exploitation, là c'est une grosse photo, mais une photo d'une grosse exploitation, quand les racines sont livrées, alors ça peut être fait chez le producteur de racines, nous on passe les racines dans ce qu'on appelle un déterreur, un peu comme des pommes de terre, hein, pour éliminer le maximum de terre. Ensuite, à la sortie, ça tombe dans une boîte, un palox, hein, dans une boîte un cube de 1 mètre cube, et ensuite, ça, c'est rentré au frigo. Voilà des photos de frigo, hein, il y en a de toutes les tailles, donc c'est des caisses, 1 mètre cube, et vous voyez sur la photo de gauche, il y a des films plastiques. Ça, c'est des frigos qui vont être conservés longtemps, donc on met des films plastiques pour éviter le dessèchement. Et sur la photo de droite, là, c'est des palox un peu plus classiques, où ça se refroidit plus vite, hein, puisque les planches sont ajourées, mais on peut avoir un risque de dessèchement sur le long terme. Donc là, c'est des plans pour faire voir un peu le frigo. Il faut qu'il y ait une homogénéisation, enfin, une température très homogène. Ensuite, l'objectif aussi, c'est de ne pas déshydrater. Donc, il y a des technologies. Bon, si vous faites de l'endive de saison en hiver, bon, vous n'avez pas besoin d'être forcément au top des frigos, quoi. Mais si on veut conserver longtemps, là, ça devient pointu. Alors, les maladies qui peuvent apparaître au Palox, les trois principales, hein, FOMA, donc maladie qui apparaît sur les zones de cicatrisation. Donc, si les racines ont été beaucoup blessées pendant l'arrachage, ben, ça peut cicatriser avec du FOMA. Après, vous avez le mildiou ou Phytophthora. Alors, c'est pas le même que la pomme de terre, c'est pas le même que beaucoup d'autres légumes, mais il y a une souche qui attaque l'endive, même plusieurs souches qui attaquent l'endive. Après le sclérotinia, c'est la deuxième maladie qui donne le plus de dégâts en production d'endives. Ça peut apparaître au champ quand on a un automne humide ou un champ qui draine mal. On a déjà du mildiou qui vient de la parcelle. Après, il se développe un petit peu au palox et il explose dans la salle de forçage. Et la photo du bas, donc du sclérotinia, hein, pareil, qui vient. Toutes les maladies, de toute façon, viennent un peu du champ avec la terre, hein, et voilà. Et on les retrouve après, au final dans la salle de forçage. Alors, petite diapo, ça, c'est pour si jamais vous voulez faire un frigo, il y a un petit cahier des charges, quoi. Donc, la puissance qu'on installe, c'est autour de 100 watts par heure par palox de 1 mètre cube. Brumisation, parfois, mais bon, si on veut être pointu. Et donc, il faut un dégivrage électrique ou gaz chaud ou eau chaude. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir descendre à 0 degré, voire en dessous. Ensuite, il y a toutes des réglementations maintenant sur les gaz. Voilà. Donc, par exemple, il y a des gens, par exemple, des fois, qui sont intéressés par acheter un frigo d'occasion. Là, il faut réfléchir au gaz, parce que pour protéger la planète, beaucoup de gaz deviennent interdits. Et donc, si vous rachetez un frigo où les gaz ne sont plus utilisables, vous n'allez pas pouvoir travailler avec. Alors, la dernière partie, c'est le forçage. Alors, les différentes maladies qui peuvent apparaître au forçage, donc on va retrouver des noms que vous avez déjà entendus. Vous avez aussi la bactériose. Donc là, c'est des maladies qui se mettent sur l'endive. Donc c'est un peu comme, vous voyez, une banane qui se dégrade, hein. Donc vous pouvez avoir la même chose sur l'endive. Après, vous retrouvez le sclérotinia, le phytophthora, le phoma. Après, il y a aussi, spécifiquement au niveau du forçage, c'est les fontes de radicelles, hein, comme une plante qui va produire, entre guillemets, en hors-sol, on peut avoir des fontes de radicelles. Alors le forçage, le principe, c'est de mettre les racines dans un lieu où on va maîtriser les paramètres de pousse. Et les paramètres de pousse, je reviendrai après, mais c'est surtout la température.
On essaye aussi d'organiser la salle de forçage par jour de travail. Alors, sur des grosses unités, c'est vraiment très précisément une rangée, par exemple, ça correspond à une journée de travail. Sur des petites structures, bon, on peut déplacer un peu plus facilement les bacs, quoi. Ensuite, sur des grosses structures, vous verrez, il y aura un schéma après. Il y a ce qu'on appelle une cuve sur laquelle on va mettre de l'eau et l'eau va être envoyée dans les bacs. Plus on a de cuves, plus ça veut dire qu'on a cloisonné la salle de forçage et moins il y a de risque que les maladies passent d'une pile de bacs à une autre pile de bacs. Et après, pour les très grosses salles, on peut aussi faire plusieurs zones, ce qu'on appelle des salles cloisonnées, pour gérer des températures différentes. Bon, si vous mettez en route, vous ne serez pas dans ce cas-là. Alors voilà, là, un schéma d'une salle de forçage. Donc en général, sur la droite du schéma, vous voyez une pile de bacs qui sont comme ça montés les uns sur les autres. Et sur le haut, on va amener de l'eau par un réseau avec des tuyaux. Et l'eau va passer dans les bacs en faisant des zigzags avec un système de trop-plein pour qu'il reste 2 à 3 cm d'eau dans le bac, pour que la base de la racine soit dans l'eau. Et c'est en étant dans l'eau qu'elle va se mettre à émettre des radicelles et ensuite s'alimenter en eau. Alors, on peut, pour éviter les maladies, aussi alimenter bac par bac, mais ça demande beaucoup plus de tuyauterie. Et en bas de la pile, l'eau repart dans une cuve. Et dans la cuve, on a un système pour mettre à température l'eau. Et après, cette eau peut être renvoyée en haut de pile. Et si on fait tourner ce circuit, on est ce qu'on appelle en schéma eau recyclée. S'il y a des maladies, on ne peut pas recycler parce que si on recycle, on transmet les maladies de bac en bac. Et dans ce cas-là, on ne recycle pas, on envoie de l'eau dans la pile, par exemple une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. On vérifie qu'il y a toujours de l'eau dans le bac. Mais si on ne recycle pas, on va moins transporter les maladies. Alors les maladies qui sont transportées, c'est surtout le FOMA et le Phytophthora ou mildiou. C'est les 2 maladies qui sont transmises par l'eau. Après, il peut aussi y avoir un peu de bactéries qui sont transmises par l'eau. Mais par contre, le sclérotinia, lui, ne se transmet pas par l'eau, il se transmet par contact de racine en racine, avec un peu comme une toile d'araignée qui passe d'une racine à l'autre. Donc là, je vous ai mis à peu près des paramètres aussi. Quand on fait une installation, il faut une capacité de chauffage. Capacité de froid, c'est ceux qui veulent faire de l'endive en fin de saison, où on a besoin de refroidir, puisque on veut avoir des températures plus basses dans la salle de forçage qu'à l'extérieur du bâtiment. Ensuite, on a des débits de pompe qu'on installe, donc on calcule aussi le débit de la pompe. Et donc, c'est ce que je vous disais, on peut aussi soit travailler en recyclé, mais soit travailler ce qu'on appelle en solution perdue. Donc, ça veut dire qu'en bas, ça va directement à l'égout. Et on peut faire ça en perdu soit les 21 jours, soit une partie du forçage. Ça, c'est à gérer en fonction des lots de racines. Sachant que si on est en recyclé et que c'est sain, en recyclé, on a des températures qui sont beaucoup plus homogènes, puisque le fait de faire passer une solution, enfin de l'eau à une certaine température dans les bacs, va faire que tout sera homogène à la même température. Si on fait du non recyclé, on a plutôt tendance, normalement, dans un local, à ce qu'il fasse plus chaud en haut, et donc des fois d'avoir les bacs du haut qui poussent plus vite que les bacs du froid. Mais là, ça dépend aussi du système de ventilation. Alors, système de ventilation, en fin de compte, c'est une salle climatisée qu'il faut. Alors, la climatisation, elle peut se faire de différentes manières. Sur la photo, vous voyez un système plutôt ce qu'on fait actuellement, des systèmes qui sont assez sophistiqués pour des salles de forçage assez importantes. On a des plafonniers, un peu comme dans une salle de réunion, qui vont pouvoir faire du chaud, du froid. Si par exemple on demande 20 degrés, on va pouvoir faire du 20 degrés dans la pièce. S'il y a besoin de froid, ça fera un peu de froid. S'il y a besoin de chaud, ça fera un peu de chaud. Ensuite, la ventilation, elle sert aussi à faire un brassage de l'air dans la salle pour avoir une température homogène à tous les points de la salle et qu'on n'ait pas un gradient de température entre le haut, le bas, la droite, la gauche. Hein, vous voyez aussi sur la photo les tuyaux qui amènent l'eau en haut de pile. Et entre les 2 évaporateurs, on devine un tuyau gris là. Ça, c'est un tuyau gris qui amène de l'air frais, puisque si maintenant on fait des locaux
avec ce qu'on appelle des panneaux isolants sandwich, un peu comme dans un laboratoire. Et ça permet d'avoir une très bonne isolation, mais c'est totalement étanche. Et comme on est sur des plantes qui respirent, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'air pour éviter que qu'il y ait une asphyxie pour les plantes, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans la salle. Et donc, on a un système d'injection d'air frais. Parce que juste ouvrir la porte une fois de temps en temps, ça ne suffit pas pour renouveler l'air. Donc, je vous ai mis un petit peu des abacs, hein, de cahiers des charges, de ce qu'il faut, hein. Vous aurez les données. Dans des petites exploitations en agriculture biologique, j'ai des fois des gens qui ont installé un peu des clims comme on met dans sa maison, quoi, hein. Ça peut être une petite clim comme ça qui permet comme dans une maison, de régler sa température quand il fait trop chaud, quoi, hein. Et puis avoir un petit système de chauffage si nécessaire. Est-ce que vous avez des questions là un peu sur le frigo, salle de forçage, avant de Alors, passer à la pousse? alors oui, c'est une question par rapport à la température de l'eau pour la circulation. Oui. Alors, la température de l'eau, elle va être variable, elle va être ajustée en fonction de la variété et de la période de forçage. En général, on a des températures qui vont en baissant de l'automne jusqu'au printemps. On commence avec des températures en généralement élevées sur des variétés précoces. On va commencer par exemple autour de 22 degrés sur les variétés précoces, sachant qu'en agriculture biologique, quand on est à des températures de 22 degrés, on est un peu dans la zone rouge pour les maladies. Mais bon, si on veut que l'endive pousse bien en début de saison, on est quand même obligé d'être au-dessus de 20 degrés. Et après, quand on va avancer en saison, les axes vont avoir tendance à monter. Donc, quand les axes ont tendance à monter, on baisse la température et ou on change de variété. Et on va finir en général au printemps autour de, mettons, 16 degrés sur des variétés de sortie d'hiver. Et après, en général, même si on continue, après avec les variétés tardives, on va toujours rester autour de 15 degrés, on n'ira pas beaucoup plus bas, hein. Mais la température, elle est vraiment, c'est au producteur à trouver la bonne température en allant voir dans sa salle tous les jours, en voyant comment ça se comporte. Puisque l'objectif, c'est d'avoir une racine de qualité au bout de 21 jours. Et pour faire retomber à 21 jours, ben, on ajuste cette température. Si on est parti un peu trop bas en température, l'endive, elle ne sera pas bien remplie, elle ne sera pas bien ferme, et à 21 jours, vous allez perdre du poids, vous allez perdre du rendement. Alors, la décision, ça peut être de dire, par exemple, je laisse encore quelques jours dans la salle de forçage. Ça déstabilise un petit peu vos circuits de vente ou l'organisation du travail, mais vous pouvez regagner du poids en allongeant la période de forçage. Et inversement, si vous voyez que ça pousse trop vite, vous pouvez aussi récolter, par exemple, à 18 jours au lieu de 21 jours. Parce que si vous voyez que c'est bon à 18 jours, il faut récolter, voire stocker l'endive emballée au frigo, et puis de la vendre 3 jours après. Mais si vous la laissez 3 jours de trop en salle, eh ben, vous aurez trop d'axes, vous avez une endive qui va s'ouvrir, une endive qui va un peu faner. Bon, voilà, vous allez perdre en qualité. Et surtout, si vous avez plus que de l'axe, le consommateur, le circuit de commercialisation va vous dire ça va pas, quoi. Voilà. Donc ça doit être adapté en surveillant la salle de forçage. Bon, il y a une consigne générale qui est de commencer à 22 et de finir à 15-16, en baissant, on va dire, par exemple, de 1 degré tous les mois. Mais ce n'est pas régulier comme ça. Il faut ajuster en fonction de la racine, de sa variété, de si elle est mûre, pas mûre, si elle est déjà poussée, pas poussée. Enfin voilà, il faut toujours adapter. Et ça, c'est vraiment le travail de l'endivier. Autre question? Oui. Pourquoi les endives s'allongent en forçage? Alors, elles s'allongent parce que c'est inné chez elles, hein. Leur but, c'est de refaire des feuilles. Et comme on est en condition à l'obscurité, vous n'avez pas de vert, vous avez du blanc et du jaune. Et comment dire? Et deuxièmement, avec les températures qu'on met, donc en général, on met une température euh, d'eau qui, par exemple, on va dire en début de saison, 22 degrés dans l'eau, et on va mettre 20 degrés dans l'air. Donc il va y avoir, on dit, il faut que l'endive ait chaud à ses pieds et froid à sa tête. Et en faisant ce qu'on appelle ce gradient de température,
euh, vous allez avoir une endive qui va se paumer, qui va se serrer. Et si vous augmentez ce gradient, mais ce qui se fait pas parce que ça coûte très cher en énergie, vous allez avoir une endive qui va être plus courte. Et si vous ne faites pas de gradient, par exemple 22 degrés dans le bac et 22 degrés dans l'air, vous allez avoir une endive, on va dire, qui va filer, qui va s'allonger et qui ressemblera pas à une belle endive, qui sera aussi bonne peut-être dans l'assiette, mais ça ne fera pas une belle endive paumée. Voilà. Euh, une nouvelle question qui vient d'arriver. Faut-il faire un vide sanitaire entre les séries et comment nettoyer les bacs, notamment en cas de sclérotinia? Ouais. Alors, oui, il y a. Bon, c'est pas vraiment un vide sanitaire. C'est comme quand on organise la salle par jour, par exemple. Quand on sort les bacs de la journée, les bacs, on va les nettoyer, les désinfecter. Alors, en agriculture biologique, ce qui se pratique beaucoup, bah, c'est l'eau de Javel, par exemple. On a le droit en nettoyage d'utiliser l'eau de Javel, mais il faut rincer après, quoi. Donc, il faudra bien nettoyer pour éviter de repartir avec des maladies dans le bac. Et donc, oui, on nettoiera. On nettoiera. Alors, si on utilise les tuyaux pour recycler l'eau, la cuve, tout ça, on nettoiera aussi tout ça. Sur des installations sophistiquées, on prévoit des circuits de nettoyage, un peu comme une salle de traite, pour nettoyer les tuyauteries. Donc, on utilise des produits de nettoyage qui sont enfin, utilisables en agriculture biologique. On rince à peu près à l'eau. Et si on utilise de l'eau chaude, bah, ça nettoie mieux aussi. Enfin, c'est un peu le système de nettoyage d'une salle de traite, quoi. Mais oui, il y a un nettoyage entre une série qui sort et la série suivante qui va rentrer. Pour l'instant, c'est tout bon au niveau question. On peut continuer. D'accord. Alors, si on regarde maintenant ce qu'on fait dans une salle de forçage, les paramètres qui sont suivis. Donc, le plus important, bah, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la température. Donc, ce qui me sert le plus, c'est un thermomètre, enfin une lampe frontale. Et après, il me faut un thermomètre. Avec le thermomètre, je mesure la température qu'il y a dans le bac, donc vous dans l'eau, et la température qu'il y a dans l'air. Et il faut qu'il y ait un petit gradient de température de 1 ou 2 degrés. Et ensuite, ce qu'on peut mesurer aussi, c'est en fin de forçage, la température qu'il y a dans le chicon, dans l'endive. Des fois, elle peut être un peu différente, puisque ça a tendance à dégager de la chaleur. Ensuite, il y a un suivi du confinement. Donc, je vous avais expliqué que des fois, il y a un système d'aération. Et c'est surtout en début de saison, il faut qu'il y ait un peu d'air frais qui rentre dans la salle de forçage pour pas qu'il y ait une saturation de l'ambiance. L'hygrométrie, ben, en général, elle est maintenue assez élevée, hein. Il y a besoin d'humidité dans la salle de forçage, mais en général, comme il y a de l'eau qui coule, ça se fait naturellement. Ensuite, il y a un brassage de l'air. Donc, c'est soit le climatiseur qui fait un brassage d'air, ou soit il y a un système pour brasser l'air. Et ensuite, on regarde un peu les débits, les niveaux d'eau dans les bacs, hein. Ça, il y a un contrôle. Il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça coule partout. Il faut que ça passe au bon endroit. Enfin, voilà. Ça, c'est le travail de tous les jours de la personne qui, même 2 fois par jour, d'aller dans la salle et de vérifier tout ça. La température, bon, on a déjà abordé, hein. Donc, le principe, c'est d'avoir une longueur d'axe qui soit compatible avec la vente. Alors, en général, l'objectif, c'est d'avoir 50% d'axe. Quand on a moins de 50% d'axe, on va dire qu'on perd du poids, on perd du rendement. Le consommateur est très content. Si on a plus de 50% d'axe, on fait plus de rendement, mais le consommateur, il n'est pas content parce que quand il coupe ses feuilles, bah, il se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à manger, il y a juste un bâton. Voilà. Euh, Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les maladies. Alors, quand on peut, ce qu'on peut faire aussi en forçage, en bio, c'est des fois, on passe dans la salle et on enlève les racines, les débuts de maladie, pour éviter que ça gagne. On peut enlever les foyers. Bon, c'est un peu fastidieux, mais des fois, ça paye quand même pour éviter que tout se contamine. Température de forçage, bon, on l'a déjà dit, hein, l'évolution entre les précoces et les tardives. Alors, solution nutritive. Alors, en agriculture biologique, vous n'avez pas le droit d'utiliser de solution nutritive. On a le droit de passer que de l'eau, hein. Autant en conventionnel, on ajoute des engrais dans la solution. Vous n'avez pas le droit d'ajouter d'engrais. Par contre, l'eau qui circule, son rôle, bon, forcément, c'est d'amener de l'eau, mais ça amène en même temps l'oxygénation.
Donc ça permet de donner de la vie aux radicelles, hein. Les radicelles, ils ont besoin quand même d'oxygène qu'elles prennent dans l'eau. Donc les chutes d'eau oxygènent l'eau, c'est un peu comme, comment dire, comme dans un aquarium. Il faut que l'eau soit oxygénée pour que les poissons puissent vivre. Là, il faut que l'eau soit oxygénée pour que les radicelles puissent grandir normalement. Et ensuite, ça sert à réguler la température, hein. Donc, soit on chauffe l'eau, soit on la refroidit, mais ça sert à réguler la température. Donc, forçage en agriculture biologique, là, la spécification, c'est qu'on va utiliser que de l'eau, pas d'engrais. On va recycler plus ou moins suivant les risques de maladie, hein, alors qu'en conventionnel, on recycle tout le temps. Et on peut aussi rajouter un substrat. Donc, certains endiviers bio mettent un substrat dans le bac et plantent la racine dans le substrat et apportent de l'eau de temps en temps. Alors, on n'est pas obligé de mettre un substrat. Ça apporte peu d'engrais, puisqu'on est obligé d'utiliser des substrats agriculture biologique, donc qui ont des engrais sous forme organique. Et en 21 jours, ça n'a pas le temps de donner de l'azote. Et si jamais ça donnait de l'azote, ça donnerait tout en même temps, et on aurait plutôt ce qu'on appelle une intoxication ammoniacale. Dans ce cas-là, on a les endives qui deviennent gris-bleu. Donc, le substrat, il a plutôt l'avantage, c'est de garder un peu l'eau quand on fait de l'arrosage intermittent et dans ce cas-là, comment dire, d'aider à ce qu'il n'y ait pas trop de maladies qui passent de bac en bac. Il y a un intérêt sanitaire. Alors, comme quand même, il y en a quand même pas mal qui utilisent un substrat en fond de bac, je vous ai mis, hein, on en met 4 à 5 cm en fond de bac. C'est un substrat qu'on achète à l'année, qu'on garde humide, il ne faut pas qu'il sèche. On doit l'utiliser qu'une fois. Une fois qu'il a été utilisé, il ne faut pas le réutiliser. Sinon, on a un phénomène de radicelle qui se développe mal. Et il ne faut pas qu'il soit trop riche en organique. Et je vous ai mis un exemple, hein, parce que c'est celui qui est utilisé dans notre région, qui est utilisable en agriculture biologique et qui correspond bien aux besoins de l'endive. Voilà, ça vient de Belgique. Voilà, donc ah oui, on peut des fois aussi rajouter du lithotame ou du calcium si on voit que c'est un peu trop acide. On peut aussi ajouter du lombricompost qui permet d'avoir une petite source d'azote déjà évoluée avec les lombrics. Là, vous voyez un peu les différents types de bacs qu'on peut utiliser. Donc là, c'est des bacs de 1 m² 20. Donc il existe des bacs en métal avec des cuvettes plastiques. Il utilise aussi des bacs en bois avec une bâche en plastique. Enfin, il existe beaucoup de sortes de bacs. En général, beaucoup essayent de trouver des bacs d'occasion. Ce qu'il faut veiller, c'est à trouver des bacs qui soient quand même en bon état et faciles à nettoyer. Parce que sinon, vous allez toujours avoir des problèmes de maladie. Donc, il faut que les surfaces soient bien lisses, pas déjà poreuses, pas comme des éponges, quoi. Il faut que ça soit vraiment, qu'ils soient de bonne qualité, bien propre, bien lisse, pour pouvoir bien les nettoyer facilement. Là, c'était ce qu'on faisait avant, des bacs avec réserve d'eau, avec un faux fond, un peu comme les pots de fleurs. Alors ça, c'est quasiment plus utilisé. Ça pourrait sembler pratique et pas cher pour faire une salle de forçage, parce que dans ce cas-là, on n'a plus de système de recyclage, on a la réserve d'eau qui est en dessous, mais on ne maîtrise pas du tout bien les paramètres, et c'est des bacs qui sont lourds à manier, qui ne sont pas pratiques. Ensuite, voilà, vous voyez des bacs plus modernes, là, donc les bacs dernière génération, qui sont en plastique, en plastique très lisse, dans lesquels on peut mettre des systèmes pour écarter les racines, ce qui permet d'avoir les maladies qui évoluent un peu moins vite, surtout le sclérotinia, puisqu'en écartant les racines, elles se touchent moins, et donc le sclérotinia va moins se développer. Et les racines étant un peu écartées aussi, on a une meilleure circulation de l'eau, et donc ça favorise aussi un bon état sanitaire. Mais bon, c'est des bacs qui coûtent très cher neufs, mais qui peuvent se trouver d'occasion. Par contre, si vous partez avec des bacs de cette dimension-là, ça voudra dire que dans l'exploitation, vous avez un chariot élévateur pour pouvoir les manipuler. Et après, vous avez des systèmes de caissettes, hein. Donc, il y avait des caissettes Stamp, des caissettes Alibert.
Alors, ça se fabrique plus, ou alors il faudrait lancer une série pour qu'ils s'y remettent. Mais ça se trouve encore d'occasion parfois. Donc là, c'est des caissettes 60-40 qui là sont manipulables par une ou deux personnes, hein, suivant le poids, quoi. Mais on n'a pas besoin de chariot élévateur et ça permet d'aller aussi dans des pièces de plus petite taille, puisque pas besoin de chariot élévateur. Sinon, c'est le même principe, hein. Vous avez un système de trop-plein, c'est gerbable. Voilà, ça c'est pour des exploitations de plus petite taille. On peut aussi mettre de la tourbe au fond. Là, c'est deux photos que j'ai prises. Là, c'est sur Internet, hein. On peut trouver des vidéos et des gens qui parlent de leur métier. Donc, ça, c'est quelqu'un qui produit dans des caissettes, qui met sur des racks. Et c'est des caissettes. Lui, par contre, il met beaucoup, beaucoup de substrat. Et donc, les racines sont totalement dans le substrat. Normalement, pour moi, il n'y a pas besoin de mettre autant de substrat, ça n'apporte rien. Après, vous avez aussi un franco-suisse espagnol là, qui s'appelle Monsieur Blanquet, qui vend des systèmes. Des fois, on le voit dans des salons, hein, comme le Cival ou des choses comme ça. Et donc, il vend des conteneurs de forçage. Bon, il essaye plutôt de vendre ça dans l'agriculture biologique, puisque son système est assez onéreux, mais il est quand même assez astucieux, mais bon, mais ça coûte quand même très cher, quoi. Et donc, il met des systèmes pour que les racines soient dans des gouttières pour avoir une bonne gestion des maladies. Voilà. Et donc, c'est un conteneur qui est climatisé pour pouvoir réguler la température avec des systèmes de pompe pour envoyer l'eau. Enfin, tout est dans le conteneur. Ensuite, vous avez le forçage en terre. Alors, j'en parle l'an dernier. C'est parce que pour moi, c'est peu adapté à l'agriculture biologique. La raison, c'est que à moins de changer d'endroit tous les ans, vous allez être vite contaminé par des maladies. Donc le sol va se contaminer des racines malades qui vont être au-dessus. Et dès que vous arrivez au deuxième tour, ça va vraiment exploser. Et tous ceux que je connais qui avaient voulu faire du forçage en terre ont changé d'avis. C'est trop contraignant, il y a trop de pertes de production. Sinon, là, le but, vous voyez, vous mettez vos racines dans des caissettes, les caissettes sur la terre ou les racines directement dans la terre, et vous avez un système de tuyaux chauffants ou de résistance électrique dans la terre pour amener la chaleur par en dessous, et vous avez des tuyaux goutteurs placés entre les caissettes ou entre les racines pour apporter l'eau. Et ensuite, c'est couvert par des bâches, voire un peu d'isolant, suivant si on se trouve en extérieur ou dans un hangar. Et on fait donc là le forçage, on part sur des forçages en 4 semaines, c'est-à-dire une semaine d'enracinement et 3 semaines de forçage. Alors qu'en salle, on part directement sur 3 semaines de forçage. Donc, bon, pour moi, c'est pas, on n'arrive pas à gérer les maladies avec ce système-là. Alors, je vous ai mis un peu des plans, hein, schéma de chauffage électrique, un peu comment on fait. On met des fils de fer ou alors schéma l'eau chaude, hein, c'est un peu comme un plancher chauffant dans une maison. On fait passer de l'eau à basse température, autour de 30 degrés, 30-40 degrés, sous les endives, enfin sous les racines d'endives, et ça permet de chauffer et faire pousser. Voilà un exemple, forçage en terre, là, ça a été installé dans une serre double pot, mais c'est pas du bio. Là, on est en conventionnel, et en conventionnel, ça marche. On a le droit de faire des produits de traitement, donc on arrive à gérer les maladies. Ensuite, est-ce que vous avez des questions sur le forçage? Pour l'instant, non. Pas d'accord. Alors après, pour finir, je vous ai mis quelques tableaux, c'est pour estimer un peu le temps de travail que vous pouvez avoir sur des systèmes en div, pas débutants, je veux dire, des gens qui se pratiquent chez nous, euh, sachant que pour bien travailler, il faut travailler en équipe. Et donc là, c'est des enregistrements de temps de travaux qui ont été faits.
dans les différentes opérations, donc au niveau du conditionnement. Donc, par exemple, l'opération de cassage, c'est l'opération de séparation de l'endive de la racine. Après, l'épluchage, c'est quand on enlève les feuilles sales. Le conditionnement, c'est quand on met dans les colis. Ensuite, vous avez la somme et vous avez différents systèmes qui ont été étudiés. Et ça vous permet un peu de voir le temps qu'on peut passer et de prévoir un peu la main-d'œuvre que vous allez devoir trouver. Là aussi, c'est des schémas de différents systèmes de travail, entre guillemets, à la chaîne, hein. Après, on peut aussi se mettre tous autour du bac, prendre une endive, l'éplucher et la mettre dans son colis, hein. Quand on est sur des toutes petites productions, on peut travailler comme ça autour du bac ou autour de la caissette. Par contre, dès qu'on avance en quantité, il faut privilégier un travail en équipe à la chaîne. Après, là, je vous ai mis une photo, c'est un poste de plantation. Si on veut faire une endiverie qui commence à avoir un peu de volume, on a ce qu'on appelle un retourne palox. Ça tombe dans un déterreur et les racines arrivent sur un petit tapis. Et ensuite, on remplit le bac qui est incliné. Ensuite, là, bon, on devine pas très bien, mais dans le fond, on voit toute la salle qui va servir au conditionnement. Et juste devant cette salle, il y a ce qu'on appelle l'installation pour casser, c'est-à-dire c'est un disque qui tourne avec un couteau qui va séparer la racine de l'endive. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc le bac est posé sur le chemin de roulement et on prend la racine, on la met dans l'encoche du disque qui tourne et la racine va tomber en dessous, elle va être évacuée par le convoyeur qui va vers la gauche dans une remorque qui se trouve à l'extérieur et l'endive va tomber sur un tapis et va partir dans la salle qui est de l'autre côté, de l'autre côté de la fenêtre où là c'est la salle propre où là on va éplucher et conditionner. Et la salle propre, voilà, là on est de l'autre côté. Et donc on va avoir 3 ou 4 personnes qui vont se trouver là, qui vont prendre les endives sur le tapis bleu, qui vont là, c'est un conditionnement pour faire du sachet. Donc les gens remplissent un sachet et déposent le sachet sur le tapis vert qui est au-dessus, avec un système de soudage. Et une personne au bout met en caisse, enfin en carton. Voilà. Donc, pour vraiment bien travailler, mais là, on est déjà sur des tailles d'exploitation déjà voilà, d'une certaine taille. On a souvent en bac de 1 m²20, autour de 25 à 30 bacs. C'est ce qui permet de faire travailler une équipe pendant une journée avec un planteur qui plante des racines, un casseur qui récolte, 3 éplucheuses emballeuses et une personne qui est un peu polyvalente. Ça, c'est un peu une équipe type. Et après, en fonction de la taille de l'exploitation, on a une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, quoi. Voilà. Et si on n'a pas assez de bacs, bah dans ce cas-là, on est sur un système un peu dégradé. Mais bon, après, en agriculture biologique, ça arrive souvent quand on est sur des petites quantités. On est moins performant en temps de travail, mais tant pis, hein, c'est comme ça, hein. Alors, pour compléter, il existe un bouquin qui s'appelle L'Endive, qu'on peut acheter sur le site du CTIFL, qui coûte 40 € et qui permet de bien connaître tout sur la culture de l'endive. C'est un document qui date de 2020, donc qui est récent. Il y a une partie sur l'endive biologique, il y a une partie sur la culture au champ, il y a une partie un peu sur le commerce, un peu sur tout. Ensuite, il y a des choses aussi que vous pouvez trouver sur Internet. Il y avait l'ITAB en 2009, avait fait une fiche auquel j'ai participé. Donc c'est un 4 pages, je crois, sur l'endive bio. Là, c'est bio. Et ensuite, il y a aussi sur Internet, on peut trouver un document de 2012 qui était un endivier du Nord-Pas-de-Calais, chez qui il y avait eu une thermoscopie. Donc il y a pas mal de chiffres qui sont donnés aussi. Voilà. Ensuite, l'endive, c'est une culture légumière avec une station de recherche qui se trouve sur Arras. Et il y a une association des producteurs d'endives de France qui forme ce qu'on appelle une AOP, une organisation de producteurs, hein, depuis 2008, qui fait la recherche et la promotion de l'endive. Et normalement, bon, c'est la réglementation,
tout producteur d'endives doit cotiser 20 € de la tonne à ce système-là. Je vous le dis parce que faut être au courant. Après, je ne sais pas si tous les petits, je pense pas que tous les petits producteurs payent leur cotisation, quoi.